fur et à mesure, on vous les rallumera dès que… Allô, allô? Allô? Je vois Monsieur Desgardins. Bonjour, Monsieur Desgardins. Oui, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ça va. Solène, on a Solène? Bonjour, Michel Blasi. Grâce va bien? Bonjour Julien. Bonjour, Muriel. Bonjour Julien, comment tu vas? Eh bien, Bien. écoute, très bien. Super. Enfin, façon de parler. La Oui, santé, en oui, tout cas. on respire, c'est bien. Solène, vous avez la main? Pardon. Eh ben, je vous laisse prendre la parole pour le démarrage. Monsieur Desgardins continuera à répondre à toutes les questions qui seront posées. On vous laissera la parole au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous écrire toutes vos questions au fur et à mesure. On en a déjà récolté quelques-unes auxquelles Monsieur Desgardins pourra répondre. Et puis, au fur et à mesure, on vous donnera la parole. Julien, je vous laisse démarrer. Il y a 10 secondes, très volontiers, pour faire l'accueil de Christophe Desgardins, président du comité des banques Côte d'Azur. On est bien content de l'avoir à l'écran parce que ses avis, ses conseils, son éclairage sur des dossiers de financement qui évoluent chaque jour et encore avec l'intervention hier soir du président. Donc, on est en relation très fréquente avec le comité des banques, bien évidemment, et je tiens à saluer Monsieur Desgardins pour sa disponibilité de se prêter à l'exercice de questions-réponses. Les patrons en ont besoin, les entrepreneurs en ont besoin. Donc, un grand merci à vous, Président, d'être avec nous aujourd'hui. Et je vais laisser tout de suite la parole de façon à ce que à ce que vous puissiez éclairer les uns et les autres et à ce que les uns et les autres puissent vous questionner comme vous vous prêtez fréquemment à cet exercice. Merci à vous et je laisse Solène conduire cette réunion. Merci. Eh bien, Monsieur Desgardins, je vous propose de vous présenter en quelques secondes et puis de démarrer avec les questions-réponses, si vous voulez. D'accord, volontiers. Donc, bonjour à toutes et tous. Voilà, merci Président, voilà, pour ces propos introductifs. Voilà, donc moi, je représente les banques des Alpes-Maritimes au travers de ce qu'on appelle la Fédération bancaire française. Alors, pour les Alpes-Maritimes, ce sont 19 établissements bancaires. Voilà, ça c'est le premier point. Comme votre président le disait, je pense que l'heure est à la communication, à la proximité et au travers de cet échange de ce matin, c'est vous dire que nous, banques, bien sûr, sommes attentifs à l'accompagnement de nos clients entrepreneurs ou entreprises. Voilà, donc c'était un moyen assez simple, nous a-t-il semblé, de pouvoir répondre à vos questions. Avant cela, peut-être, parce que je pense que c'est le maître mot, c'est quelques éléments un peu structurants, peut-être pour guider aussi vos questions. Donc, dans le cadre de cette crise sanitaire, mais qui est également une crise économique, les banques ont deux rôles importants. Le premier, et c'est une mesure qui est peut-être passée inaperçue, mais qui, de mon point de vue, est extrêmement important, c'est le report des échéances de prêt de tous les crédits amortissables. Donc, il faut savoir que pour les 19 banques des Alpes-Maritimes, ces reports ont été mis en place. Alors, il y a deux modes opératoires qui ont été choisis en fonction des banques. Il y a des banques qui ont choisi un report automatique de 6 mois des échéances de prêt, c'est-à-dire, pour être très, très clair, tous les clients
qui avaient un crédit amortissable moyen ou long terme ont vu leur échéance prorogée de 6 mois automatiquement. Voilà. S'il y avait des clients qui ne souhaitaient pas bénéficier de ce report, ils avaient bien sûr la faculté de se manifester pour annuler le report. Donc, on a à peu près la moitié des banques, des 19 banques des Alpes-Maritimes, qui ont pris l'option de l'automaticité. Ça avait quand même comme avantage de rendre la mesure concrète immédiatement pour tout le monde, sans que nos clients aient à faire une procédure de demande. Pour l'autre moitié des banques, ce report n'est pas automatique, il est manuel et donc il nécessite effectivement de s'appuyer sur une demande de chaque client pour ces banques-là. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, mais cette première mesure, elle est extrêmement importante puisque la première des choses quand on est dans cette situation, c'est bien évidemment de mettre en place ce report qui est un des leviers qu'il faut utiliser. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, bien sûr, c'est le déploiement et la mise en place du prêt garanti par l'État. Et je pense que c'est aussi un sujet extrêmement important. Avant de répondre à vos questions, un peu comme j'ai eu l'occasion de le dire à vos dirigeants, il faut savoir déjà que c'est un prêt qui a été mis en place il y a 15 jours, qui n'existait pas dans les banques. C'était une mécanique qui n'existait pas. Et à l'instant où on se parle, toutes les banques affiliées à la Fédération bancaire française sont opérationnelles sur le prêt garanti par l'État. Une petite précision, c'est que les banques en ligne ne distribuent pas le prêt garanti par l'État. Donc, s'il y a parmi vous des adhérents qui n'ont comme banque qu'une banque en ligne, aujourd'hui, il y a clairement il y a un trou dans la raquette. On s'en est ouvert, bien sûr, mais toutes les banques à réseau, les banques en dur, celles qui ont des agences bancaires, sont en capacité de distribuer ce prêt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, me semble-t-il, c'est au même titre que vos entreprises, ayez en tête, et je le dis pour des questions de délai, ayez en tête que les banques sont aussi des entreprises qui sont largement impactées par la crise sanitaire, avec d'une manière générale à peu près 50% des collaborateurs qui ne sont pas opérationnels, qui sont confinés chez eux, soit pour des raisons de santé, parce qu'ils avaient un historique de santé qui les rendait fragiles. Donc, les banques, par mesure de protection, ont demandé à ces collaborateurs de rester à la maison, bien évidemment. Et puis, on a aussi une partie de nos collaborateurs et de nos collaboratrices qui ne sont pas dans les agences parce qu'ils ont des enfants en bas âge qui nécessitent d'être gardés. Donc, je sais que souvent la question du délai revient, mais ayez en tête qu'on s'occupe de 100% de nos clients avec à peu près 50% de nos effectifs. Et donc, ça peut avoir des impacts ici ou là. Voilà peut-être les deux éléments qui me paraissaient importants. Et ensuite, quand on parle du prêt garanti par l'État, finalement, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'éligibilité et puis il y a le sujet de qu'est-ce qu'on peut financer avec un prêt garanti par l'État. Alors, sur le sujet de l'éligibilité, et sans aucun esprit polémique de ma part, je pense que ça n'a pas lieu aujourd'hui. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. C'est vrai que la communication gouvernementale laisse entendre que 100% des entreprises sont éligibles aux prêts garantis par l'État.
Alors ça, c'est faux. On estime que 85% des entreprises sont éligibles. Alors pourquoi il y a une différence? Tout simplement parce que dans les conditions d'octroi du prêt garanti par l'État, il y a une condition de santé financière de l'entreprise au 31 décembre 2019. Et puis la deuxième condition, c'est que les entreprises doivent être à jour de leur passif social au 31 décembre 2019. Donc on estime, compte tenu de ces deux critères, qu'à peu près 85%, donc la très grande majorité des entreprises est éligible, mais ce n'est pas 100% des entreprises. Donc ça me paraît être extrêmement important. Le point dur de l'éligibilité, c'est celui qui a trait notamment aux fonds propres insuffisants. Et ça peut faire l'objet de questions parce que je pense que c'est la réalité du terrain aujourd'hui. Et c'est peut-être un des points qui fait qu'aujourd'hui, on a une partie des entreprises qui n'ont pas accès directement aux prêts garantis par l'État. Le deuxième point qui me paraît important, c'est, et là aussi, il y a besoin de précision, on ne peut pas tout financer avec un prêt garanti par l'État. Il faut avoir en tête que ça a été mis en place pour permettre à des entreprises qui, entre guillemets, étaient opérationnelles avant la crise, c'est-à-dire fonctionner normalement, de passer le cap difficile face à la baisse ou carrément à l'arrêt de leur activité. Donc, on va dire que le prêt garanti par l'État, il a vocation d'abord et avant tout à payer les fournisseurs, les bailleurs et les salariés. Voilà. Donc, il ne faut pas recourir à ce prêt si on veut faire des nouveaux investissements immobiliers, par exemple. Voilà, ce n'est pas fait pour ça. Donc, voilà les deux points qui me paraissaient importants, les critères d'éligibilité et puis l'objet de financement. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, j'ai vu que M. Chen était connecté. Est-ce que vous voulez poser votre question directement? Vous êtes là. Parfait. On ne vous voit pas, mais si vous enlevez votre micro, on peut vous entendre, M. Chen. Bon, je vais la poser à votre place si vous n'arrivez pas à vous connecter avec le micro dans ces cas-là. Non, bon. Alors, le PGE doit être validé par la BPI après accord de la ou des banques partenaires. Comment se fait-il que certaines banques réagissent rapidement en traitant le dossier sur place et d'autres, en tout cas le Crédit Coopératif, doit faire remonter le dossier à Paris, entraînant des retards? Évidemment, cela entraîne aussi des retards pour payer nos fournisseurs, etc. Alors, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on ait 19 banques sur le territoire des Alpes-Maritimes et vous voyez que toutes les structures n'ont pas la même taille, la même organisation. Et donc, en fonction de la banque, il peut y avoir un circuit différent. Donc, il y a des banques qui ont automatisé l'accord au prêt garanti par l'État. Et en général, ce sont plutôt les banques nationales ou les grandes banques régionales qui avaient la capacité, avaient des volumes à gérer. Il faut savoir que pour une grande banque à réseau sur les Alpes-Maritimes, c'est à peu près 15 000 clients professionnels. Donc, vous imaginez si 85% de ces 15 000 ont accès aux prêts, il faut être capable de gérer 13 000 prêts en quelques semaines. Donc, forcément, on met en place dans ces grandes banques des systèmes automatiques
voilà, qui ont été mis en place d'ailleurs très rapidement, ce qui est assez remarquable. Et puis après, quand la dimension de la banque et la taille du fonds de commerce de la banque est sur des volumes plus petits, bah, bien souvent les modélisations font que on utilise des canaux différents. Et en l'espèce, le cas que vous évoquez voilà, peut justifier qu'effectivement, il y ait une cellule nationale qui traite l'ensemble des demandes pour cette enseigne. Voilà, ce n'est pas anormal. Super, merci. Monsieur Desforges, est-ce que vous voulez poser votre question directement à Monsieur Desgardins? Oui, bonjour, merci. Bonjour. Je voulais simplement revenir sur la première déclaration que vous avez faite à propos des reports des échéances, parce qu'il y a eu de la confusion sur la communication à propos de l'éligibilité des SCI pour ce type de dispositif. Est-ce que vous avez des nouvelles sur le sujet? Alors, merci pour cette question. Comme j'en ai vu une passer, je vais me permettre aussi de la traiter parce que je pense que ça peut intéresser l'ensemble des adhérents de l'UPE 06. J'ai vu passer une question, est-ce qu'on peut bénéficier et d'un prêt garanti par l'État et du report d'échéance de ces prêts? La réponse est oui, bien sûr, hein, et j'y reviendrai. Donc, par rapport au SCI, alors, mais finalement, ça vient en écho à ce que je disais sur l'objet du financement. En fait, les SCI ne sont pas éligibles aux prêts garantis par l'État, j'allais dire de par leur objet en fait, hein, qui est un objet immobilier. Et encore une fois, tout à l'heure, j'ai indiqué ce pourquoi était fait un PGE. Donc la réponse est clairement non. Là où il peut y avoir une ambiguïté, c'est que une société civile non immobilière, elle peut recourir aux prêts garantis par l'État. Je repensais à le report des prêts, des échéances de prêts dont vous avez parlé au tout début, avant le PGE. Parce qu'il y a eu des oui, il y a eu des non au départ. Le dispositif n'était pas. Vous parliez du report automatique de 6 mois. Alors, le report automatique de 6 mois, en fait, il bénéficie à ce qu'on appelle aux sociétés d'exploitation, c'est-à-dire… D'accord, donc elles ne sont pas éligibles. Voilà, comme les SCI, en général, n'ont pas de salariés, Oui. ne sont pas concernés par les mesures de chômage partiel, enfin, voilà, ne sont pas des sociétés d'exploitation, hein, ce sont plutôt des sociétés de gestion ou sont des coquilles hein, qui abritent un actif immobilier. Elles ne sont pas éligibles au report. D'accord. Merci. Alors, elles ne sont pas éligibles au report exceptionnel de 6 mois. Par contre, ces sociétés civiles immobilières, lorsqu'elles ont contracté leur emprunt, en fonction des banques, dans les conditions générales de prêt, vous avez des possibilités de report qui, en général, sont de 1 à 3 mois et qui sont contractuelles et que vous pouvez activer par ailleurs. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Il faut regarder les contrats. OK. Alors, on a beaucoup de questions qui arrivent. La suivante, c'est CM qui l'a posée. Alors, je suis désolée, je n'ai pas le nom complet. Est-ce que l'on a une idée des taux bancaires après la période d'1 an? Est-ce que la personne est connectée pour la question ou pas? Ou on y répond directement peut-être? Oui, ben je pense pas de micro, elle n'a pas de micro, la personne. D'accord, mais la question est… Voilà, la question est intéressante. Bon, déjà, concernant le prêt garanti par l'État, vous avez en tête que c'est un prêt à taux zéro facialement, puisque c'est un prêt qui a vocation à financer de la trésorerie. Et puis, vous avez juste une commission par rapport à BPI hein, qui est définie. Hein, donc ça, c'est la mécanique du PGE. Encore une fois, ce prêt, il a
vocation à être remboursé dans les 12 mois. Hein, c'est ça la philosophie du prêt garanti par l'État. Mais dans la mesure où dans 12 mois, bien évidemment, personne n'est en capacité de savoir où nous en serons et du sanitaire et de l'économique, pour ne pas bloquer la distribution du prêt garanti par l'État, il y a une possibilité de passer en amortissement tout ou partie du prêt garanti par l'État, en tout cas la partie qui n'aura pas été remboursée par la reprise d'activité. On n'a aujourd'hui aucune visibilité sur ce que seront les taux dans 12 mois. Donc, ce qui a été communiqué sont des taux indicatifs. Je précise que aujourd'hui, on va dire que les taux courts sont à zéro, hein, pour faire simple, quand vous prêtez de l'argent au jour le jour. Il y a 12 mois, on était à 0,50 pour le même critère. Donc, c'est très difficile de dire ce que seront les taux dans 12 mois. En tout cas, il y aura une définition. Le taux qui sera défini sera mécanique. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, c'est-à-dire que ce sera l'application d'une méthode qui est la méthode qui est déjà connue aujourd'hui. Hein. Ce qui n'est pas connu, c'est le taux de référence qui correspondra au taux dans 12 mois. Et puis, ce taux, il sera différent en fonction de la durée d'amortissement que vous choisissez, puisque vous pourrez amortir entre 2 et 5 ans. Hein. Donc, il est évident que si vous amortissez sur 2 ans, toutes choses étant égales par ailleurs, le taux d'intérêt pratiqué sera inférieur au taux si vous amortissez sur 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Hein. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Mais il y a une incertitude sur les taux dans 12 mois. Parfait. La question suivante, est-ce que Myriam veut prendre la parole ou je pose la question directement? Alors, Myriam n'a peut-être pas de micro. Alors, la question de Myriam, c'est y a-t-il un plafond quant au montant du PGE? Et la réponse est oui. Il y a un plafond et ce plafond, il a été fixé à 1/4 du chiffre d'affaires 2018 ou 2019 si on a la chance d'avoir ces documents comptables ou à défaut une attestation d'un expert comptable confirmant le niveau de chiffre d'affaires 2019. Donc, le montant maximum, c'est 25% de ce chiffre d'affaires. D'accord. Parfait. Alors, ça me donne l'occasion de dire une chose, c'est que ce prêt, il sera distribué jusqu'en décembre 2020 minimum. Hein, et donc, vous avez la possibilité d'en demander plusieurs dans la limite de ces 25%. Hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, quand vous faites votre demande, d'aller aux 25%. Hein, vous pouvez faire une première demande qui correspond à 10% parce que vous essayez de vous sécuriser peut-être jusqu'à septembre, hein, pour passer l'été en fonction de votre activité. Mais vous pourrez en octobre ou en septembre demander un nouveau prêt dans la mesure où vous n'avez pas atteint la limite des 25%. D'accord. Alors, Emmanuel, est-ce que vous avez un micro pour poser votre question? Je peux vous poser la question, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Merci. Oui, bonjour. Attendez, je baisse. Oui, nous avons racheté des fonds de commerce par le biais de financement de nos holdings. Donc, je voulais savoir si les crédits qui avaient été souscrits par des holdings
pouvez être également donner l'objet de report, comme vous l'avez indiqué au début de votre entretien. Alors, dans la mesure où si ce sont des holdings de gestion, la mesure exceptionnelle de 6 mois ne s'applique pas. C'est un peu le même sujet que les SCI, en fait. Par contre, vous avez peut-être dans vos conditions générales de prêt une possibilité de suspension ou de report, alors qui en général ne va pas au-delà de 3 mois, hein, en général. Hein, voilà. Et ensuite, là, on est sur, et c'est ça qui est important, merci pour cette question parce que ça nous donne l'occasion de le dire et parce qu'on le pratique. Le report de 6 mois a été fait automatiquement, donc ça a le mérite de la simplicité, d'accord ? Mais si on a un client indépendamment du Covid qui était en difficulté, manuellement, on peut étudier toute demande de report au-delà des conditions générales dans un contexte, encore une fois, qui est forcément inédit pour tout le monde. Hein. Donc, l'intérêt du report de 6 mois tel qu'il avait été posé par le gouvernement, c'est que ça mettait les banques en capacité de faire un report automatique rapidement. Mais si dans 2 mois, pour votre SCI ou pour votre holding, vous sentez que c'est compliqué, vous pouvez toujours faire une démarche individuelle auprès de votre banque pour demander un traitement exceptionnel du prêt. Je ne sais pas si j'ai été clair. Très clair. Merci. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que on a à peu près 15 jours d'expérience sur le traitement des prêts garantis par l'État. Donc, c'est à la fois pas beaucoup, mais à la fois beaucoup, hein, puisque, par exemple, à l'échelle des Alpes-Maritimes, on estime qu'il y a eu à peu près 8000 prêts garantis par l'État de sollicités. Hein, donc, ce qui est déjà beaucoup. Hein. En fait, ce qu'on remarque, c'est que souvent le prêt garanti par l'État est souvent le seul levier sollicité. Hein, c'est-à-dire que finalement, on voit que les reports de charges, par exemple, on voit que les entrepreneurs, notamment, alors c'est un peu moins vrai sur les entreprises un peu plus importantes, un peu plus structurées, mais au niveau des entrepreneurs qui ont des structures de gestion souvent très légères, hein, souvent ou unipersonnelles, on essaie de tout faire passer dans le PGE et on oublie les autres éléments de dispositifs d'accompagnement. Et donc ça, c'est peut-être aussi un message que nous, on veut vous faire passer. C'est d'utiliser tous les recours qui existent, le report d'échéance bancaire, le report d'échéance de charges sociales, le fonds de soutien régional, hein, qui existe aussi et qui est accessible à une grande majorité d'entreprises. Alors pourquoi je vous le dis, c'est à la fois parce que c'est un peu dommage de ne pas tout utiliser en ce moment. Hein. Je crois qu'on a chaque aide est la bienvenue. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Je pense qu'il faut avoir une vision large des dispositifs. Et puis l'autre raison, c'est que quand vous avez un prêt garanti par l'État qui est refusé par votre banque, vous êtes invité, et moi je vous invite à le faire, hein, bien évidemment, à recourir à la médiation du crédit, hein, qui est un dispositif qui existait depuis quelques années, hein, qui avait un niveau d'activité assez faible dans le département, hein, puisque avant la crise du Covid, il y avait à peu près 2 ou 3 dossiers par mois, hein, qui étaient traités par la Banque de France. Dans le contexte actuel, comme il y a beaucoup de demandes de prêts, il y aura forcément beaucoup plus de dossiers de médiation. Et la médiation du crédit, lorsqu'elle instruit les demandes, en fait, elle est très attentive au fait que
tous les leviers aient été utilisés. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous fais passer l'info. C'est-à-dire que c'est compliqué d'aller demander à un PGE de ne pas l'avoir et de ne pas avoir demandé le report de charge, par exemple, ou le report des échéances de prêt. Voilà. D'accord. Alors, on a eu 4 ou 5 nouvelles questions qui viennent d'arriver. Est-ce que Robert, vous voulez poser votre question directement? Alors, rallumez juste votre micro. Je vous vois parler, mais vous n'avez pas actionné votre micro, Robert. Ah, vous n'en avez pas? D'accord. Alors, je pose la question pour vous. Ah, voilà. Si, ça y est. Donc, ça y est. Donc, je voulais vous demander, dans le cadre du 25% du chiffre d'affaires, non? Donc, ça s'établit un certain montant. On peut utiliser ou demander le 10% maintenant et le 15% d'ici le mois d'octobre. Et l'échéance, ça va se reporter à une année aussi, après le mois d'octobre. Oui, bonjour, merci. Merci pour votre question. Donc, la réponse est oui. Je l'indiquais tout à l'heure. Vous pouvez effectivement faire plusieurs demandes étalées dans le temps. La somme des demandes ne pourra pas excéder 25% du chiffre d'affaires, mais vous pouvez, dans le cas présent, demander 10% aujourd'hui et 15% au mois d'octobre. Tout à fait, oui. OK, merci bien. Voilà. Merci. Alors ensuite, nous avons une question de Denis qui n'a pas de micro, donc je vais la poser pour vous. Pouvez-vous… J'ai un micro. Alors… Ah bon, pardon. Non, mais oui. Pas de problème. Oui, OK. Ma question, c'était pour une entreprise qui n'aurait pas de problème de trésorerie à court terme, ah oui. mais qui, de façon prévisionnelle quasi certaine, en aura dans quelques mois, par exemple 2021, suite à des baisses de commandes actuellement. Est-ce que la demande de PGE peut se faire dès à présent? Je dis ça parce que c'est bien évidemment important, puisque ça peut permettre, en l'occurrence, de conserver ses effectifs opérationnels et de ne pas faire appel, par exemple, au chômage partiel qui pénaliserait les activités suite à la crise. Alors, la réponse, oui, vous pouvez solliciter aujourd'hui un besoin que vous auriez en janvier 2021 ou en mars 2021. Il n'y a pas de difficulté à cela. En fait, quand vous êtes en capacité d'avoir cette visibilité, c'est sûr que rien ne s'oppose au PGE. D'accord. Donc, on pourrait avoir, par exemple, un accord avec des versements donc plus tard, mais un accord qui permet de conduire sa politique, quoi. Alors, si vous le demandez, c'est maintenant. Oui. Si vous avez un besoin en 2021, peut-être le demander plutôt sur le 4e trimestre 2020. Parce qu'en fait, une fois que vous le demandez et qu'il est mis en place, le délai des 12 mois démarre. D'accord. Dans votre cas, moi, ce que j'entends, c'est que vos besoins de trésorerie, en tout cas dans le cas de cette entreprise, les besoins de trésorerie, ils seraient plutôt en 2021 qu'en 2020. C'est ça. À ce moment-là, comme ce prêt sera distribué au minimum jusqu'en décembre 2020, ben, ça peut être pertinent de faire une demande plutôt en octobre. C'est de gérer l'incertitude, en fait, parce que si on est certain de l'obtenir, on conserve ses salariés opérationnels, alors que si on a une incertitude, pour anticiper ce trou de trésorerie, à ce moment-là, on prend des mesures dès à présent de chômage partiel, ce qui est un peu embêtant, quoi. Ça peut peut-être se discuter avec la banque directement ou avec Oui. Voilà. Voilà, je dirais que l'avantage dans cette situation, c'est que on n'est pas dans une situation d'urgence, on n'est pas dans une situation, voilà. Mais pour autant, de toute façon, il faut qu'on soit pragmatique. Ce que le gouvernement a mis en place le 27 mars, c'était en fonction de sa connaissance de la situation du 27 mars. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On voit bien que déjà que l'aspect sanitaire
est très difficile à prévoir. Et voilà, et on essaie de donner un calendrier, mais c'est pas simple du tout. Sans être spécialiste et chacun dans son domaine, on comprend que le déconfinement est plus long que le confinement, est plus compliqué que le confinement. Donc voilà, prendre le prêt qui existe aujourd'hui, ça permet de vous sécuriser. Mais bon, moi, ma conviction, c'est qu'on distribuera du prêt garanti par l'État aussi en 2021. Ça m'étonnerait que ça s'arrête au 31 décembre pour les entreprises. Hein. Pas encore été. Je ne vois pas pourquoi les problèmes s'arrêteraient le 31 décembre. Encore. Ok, merci. Alors, la question suivante, c'est Véronique. C'est Véronique qui n'avait pas de micro. Vous avez dit fonds propres insuffisants, conditions de refus possibles. Quelle est la limite insuffisante? Alors, déjà, il faut expliquer pourquoi c'est un critère. Alors, c'est un critère qui n'était pas affiché au tout début, il y a 15 jours, mais c'est un critère qui est venu il y a quelques jours à l'initiative de la BPI. Hein. Vous savez que la BPI est un peu le véhicule du prêt, hein. C'est-à-dire que les banques octroient le prêt et ont une garantie à 90% du montant prêté. Et pourquoi c'est devenu un critère? Parce que cette enveloppe de 300 milliards, elle a été faite en liaison avec la Banque centrale européenne et la Banque centrale européenne considère que ce sont des fonds publics, au moins à 90%, et qu'ils ne doivent pas bénéficier à des entreprises considérées comme fragiles. Hein, voilà. Et toute l'ambiguïté, qu'est-ce qu'une entreprise fragile? Voilà, c'est pas évident hein, comme notion. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à appréhender. Donc, pour le critère des fonds propres, qui est devenu un critère d'éligibilité, en fait, c'est le fait que les fonds propres soient au bilan inférieurs à 50% du capital social. Donc ça, c'est un critère qu'on a tous déjà bien en tête, hein, puisque vous savez que quand une entreprise est dans cette situation, elle a nécessité de décider de la poursuite de son activité ou pas. Hein, voilà. Donc c'est ça le critère des fonds propres. C'est quand les fonds propres sont insuffisants, donc ils peuvent être positifs mais inférieurs à la moitié du capital social, et quand ils sont négatifs, par construction, ils sont insuffisants. Alors une petite subtilité, c'est qu'en présence de comptes courants d'associés importants, dans l'analyse de la demande, voilà, ces comptes courants d'associés peuvent être, dans certains cas, assimilés à des quasi-fonds propres. Voilà, donc ils pourraient venir rendre éligible une entreprise qui ne l'est pas sur le plan du bilan stricto sensu. Voilà. Mais c'est aussi le rôle des banques, voilà, de dire parce que nous, plus on a de clients éligibles, plus c'est facile. Hein. Alors, la question suivante, c'est Brice. Est-ce que Brice, il veut se connecter? Tout à l'heure, il nous a dit bonjour, donc je pense qu'il a un micro. Il faut que tu actives le micro, Brice. Voilà, parfait. Bonjour à tous. Ouais, ma question, c'était la suivante. Même s'il est difficile aujourd'hui de prévoir dans un an des taux bancaires, comme on peut imaginer en fait le PGE comme finalement, même si on a, comme je disais tout à l'heure, la trésorerie, on peut tout à fait. Attendez, je coupe mon téléphone, même si effectivement on a de la trésorerie et qu'on peut imaginer effectivement que ce PGE, ça puisse être quelque chose qui garantisse en fait la pérennité de notre activité vis-à-vis, par exemple, du crédit inter-entreprise, c'est-à-dire des délais de paiement qui vont s'allonger et des choses qui vont en fait devenir complexes
dans la gestion même de notre quotidien et le financement de notre BFR. Ce que je voulais savoir, c'est si on prend la décision de se dire, OK, je prends le PGE pour faire en sorte de garantir ma trésor, et dans cette volonté-là, je sais que je n'ai pas envie de rembourser en fait le PGE avant un an. Donc, je décide en chef d'entreprise de dire, OK, je rembourserai dans un an. Est-ce que dans ce cadre-là, en ayant pris cette décision, je peux d'ores et déjà négocier le taux de remboursement avec mon banquier? Non. Non, vous n'aurez pas le taux de dans un an, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Voilà. Juste, vous évoquiez, vous évoquiez la notion des délais fournisseurs. Moi, je voulais attirer votre attention sur, puisqu'en fait, moi, j'ai la chance en fait de voir tous les refus des prêts bancaires du département de par ma fonction et d'avoir bien évidemment un lien privilégié avec la médiation du crédit. Quand tout à l'heure j'insistais sur deux notions, l'éligibilité et l'objet du prêt, c'était vraiment à dessein. Je voulais simplement, et je ne dis pas, que c'est le cas pour les adhérents du PE06, bien évidemment. Mais c'est des notions sur lesquelles on avait partagé avec votre président. Je pense que le civisme, il ne concerne pas que les particuliers. Le civisme, ça concerne aussi les personnes morales. Et je vous dis ça parce que on a eu à traiter, encore une fois, ça fait que 15 jours, mais si vous voulez, le nombre de demandes est très élevé, donc on a une intensité d'activité qui est très forte. On a eu à avoir deux entreprises qui ont demandé un PGE pour réduire leur délai fournisseur, vous voyez. Et ça nous met pas à l'aise, voilà. Vous voyez, donc voilà, c'est encore une fois, il faut se dire que ce PGE c'est une béquille pour les entreprises pour passer un cap difficile et ça peut pas être un outil de gestion. Voilà, c'est peut-être le dire comme ça. Voilà, c'est vraiment pour passer la difficulté et pas pour améliorer ce qui va déjà bien. Super. Ça ira, Brice? Je pose la question suivante. Est-ce que Jérémy Abondanza veut prendre la parole pour poser sa question directement, s'il a un micro? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, on vous entend. Bonjour. Oui, bonjour. Ma question, c'était évidemment sur on est venu dessus tout à l'heure sur les capitaux propres. Je ne comprenais pas pourquoi exclure les entreprises qui ont des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, alors que cet indicateur, en réalité, il présage en rien de la santé de l'entreprise présente ou future. C'est-à-dire que ça peut être, c'est du passif, des capitaux propres négatifs, et ça peut être un accident de parcours. Ça touche surtout d'ailleurs les TPE ou les PME qui n'ont pas de gros actionnaires dans leur capital. Et donc, à un moindre, on va dire une mauvaise année, un mauvais bilan, on peut très vite se retrouver avec des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Et pour autant, avoir un carnet de commandes plein, un bon portefeuille client, un avenir qui est certain. Mais aujourd'hui, on est exclu de ce dispositif et c'est très compliqué de faire sans. Oui, alors moi je comprends votre question, mais je dirais l'expérience montre qu'une entreprise qui est sous-capitalisée a des besoins de trésorerie par construction qui sont beaucoup plus élevés que, entre guillemets, la normale. Et le PGE est un prêt de trésorerie. Donc, en fait, je pense que la BCE a voulu mettre un critère assez simple. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais je pense qu'il a quand même une réalité économique. C'est sûr que le cas de figure que vous évoquez, c'est-à-dire si l'entreprise a depuis 15 ans des fonds propres largement suffisants et qu'elle a eu un accident sur 2019, c'est un peu plus délicat, mais
la vision qu'on en a aujourd'hui, c'est que souvent, ces fonds propres insuffisants, ça s'inscrit dans la durée quand même. Le cas de l'accident d'une année existe, hein, vous avez raison, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Très bien. Bruno Poursine, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez reprendre votre question que vous m'aviez envoyée ou est-ce que vous voulez que je la pose? Et après, on a encore une question de Robert que l'on reprendra. Non, mais pour que ce soit plus fluide, vous pouvez la poser. Alors, quel taux d'endettement doit être considéré comme acceptable par notre banque pour valider un prêt PGE grâce à la contre-garantie de l'État par rapport à un taux d'endettement en période normale? Pour poser le contexte, la première réponse de mon banquier suite à cette sollicitation a été « Notre comité de décision va regarder si vous êtes capable de rembourser les échéances dans un an, eu égard à votre endettement actuel. » Alors, la notion de taux d'endettement, elle n'existe pas pour les entreprises, hein, pour les entrepreneurs individuels, les artisans, les commerçants. C'est une notion qui n'existe que pour les particuliers. Donc, c'est pour ça que la question, c'est un peu délicat pour moi de répondre parce que ce n'est pas une notion, en tout cas bancaire, pour le monde de l'entreprise. Par contre, ça veut dire que la banque, elle va regarder votre capacité à rembourser au travers souvent d'un indicateur qui est la capacité d'autofinancement et ou d'un plan de trésorerie. Mais il n'y a pas, à proprement parler, de critères de taux d'endettement pour une entreprise. Hein. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors oui, je reprends. Je vais préciser. Oui. Effectivement, on a parlé de CAF rapidement avec le banquier. La question, c'est quelle souplesse supplémentaire les banques ont actuellement par rapport à une situation normale, par rapport justement à cette capacité d'autofinancement, comme le prêt est garanti à 90%, pour anticiper et déjà le montant demandé justement par rapport aux futures échéances. Quelle est la logique par rapport à ça? En fait, là, le cas présent, c'est une demande de PGE pour lequel, en fait, la difficulté, c'est de définir le montant, c'est ça? Ou concrètement, imaginons que en situation normale, ma CAF ou le solde de CAF disponible ne me permettent pas de demander ce prêt. En quoi la garantie actuelle et la souplesse de la banque va me permettre d'y accéder actuellement? Parce que s'il n'y a pas de souplesse, en fait, on est comme dans une situation normale. Aujourd'hui, la souplesse qu'ont les banques, c'est d'abord c'est un niveau de bienveillance qui a quand même considérablement changé sur l'utilisation des lignes. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, là où on disait, voilà, quand les lignes sont tirées au maximum, il y avait peut-être une tolérance à 10%, c'est à peu près la règle dans les banques. Aujourd'hui, on va entre 20 et 30% de tolérance, pour répondre à votre question. C'est-à-dire que alors cette tolérance, elle est d'autant plus accordée qu'il y a une demande de PGE associée. D'accord, mais alors concrètement, je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, j'ai 50 000 euros de découvert, donc c'est pas 10%, c'est 5. Je peux, si je suis concret, ça veut dire que je peux tripler ce montant parce qu'on passe de 20 à 30, ça veut dire que je peux monter à 300. C'est juste concrètement pour. Concrètement, vous avez droit à un PGE de 250 000 euros oui. Que vous pouvez tirer en une fois ou en plusieurs fois. Si votre ligne de 50 000 euros ne suffit pas dans le contexte qui est devenu complexe, vous allez faire une demande de PGE de 50, 100, 150 000 en fonction de votre plan de trésorerie. Et il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas.
si vous répondez aux critères. Entendu. Ok. Voilà. Après, si la question c'est de dire je veux faire sans le PGE, mais en demandant une ligne de caisse de 100 000 euros au lieu de 50 000, c'est une autre demande. Oui, qui peut s'entendre. Hein, qui peut s'entendre. Hein. C'est pas obligatoire non plus, hein, le PGE. Hein, je suis d'accord. Ok, merci. Alors, est-ce que Julie Duriez veut prendre la parole pour énoncer sa question? Julie, est-ce que vous avez un micro? Alors, je vais la donner à votre place. Alors, je suis désolée, je vais bloquer une partie de l'écran. Bonjour. Frédéric Oudéa, FBF, a dit actuellement le coût de financement pour les établissements bancaires sans marge est proche de 0. Ma banque m'a informé que le taux serait autour de 1,25. C'est un véritable problème, ce taux que l'on ne connaît pas d'avance. Oui. Alors, intellectuellement, c'est un problème. Hein, je suis d'accord avec vous, mais on l'a évoqué tout à l'heure. On ne peut pas prédire les taux à l'avance. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce qui est distribué au travers de ces 300 milliards d'enveloppes, c'est distribué grosso modo à taux zéro. C'est compliqué de faire moins. Encore une fois, le PGE a vocation à être remboursé dans 12 mois. Si l'entreprise n'est pas capable de rembourser dans 12 mois, ce qui peut s'entendre hein, en fonction de l'évolution de son activité et de l'environnement, voilà, ça restera des taux, entre guillemets, qui sont relativement bas, quoi qu'il arrive. Voilà. Enfin, et ce n'est pas, de notre point de vue, ce n'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est d'avoir accès à la trésorerie, aux lignes. Et dans tous les cas, si vous vous baladez entre 0 et 1,50 ou 2%, ça reste des taux quand même attractifs. Voilà. Je comprends qu'intellectuellement, on ait envie de savoir à l'avance. Mais j'allais dire, dans le contexte actuel d'incertitude, voilà, Bon. On comprend bien Julie que c'est pas Duriez, voilà. pardon. Julie Duriez, est-ce que vous voulez compléter votre question ou est-ce que la réponse vous convient? Merci de votre réponse, parfait. Alors, Robert, est-ce que vous voulez continuer? Vous aviez encore une question et ensuite, on aura François-Xavier et encore une question de Lucie Moret. Oui, ma question est celle-là. Donc, dans l'affolement du moment, on a fait demande à la BPI, on a obtenu l'accord de la BPI, on a une trésorerie entre-temps très importante et on a obtenu un prêt, un crédit important. Donc, en 2020, je peux m'en sortir, mais pas en 2021, je prévois. Parce qu'en 2020, la saison, c'est foutu. Enfin, on ne fera rien jusqu'à le mois de juillet, peut-être août. Oui. Et donc, qu'est-ce que j'en fais de cette autorisation, pré-autorisation, comment ça s'appelle déjà? Attestation pour obtenir un prêt garanti par l'État. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Je peux échelonner dans le temps avec ma banque ou bien je dois faire une autre demande ou quoi? Ce que je comprends de votre question, c'est que vous avez eu accès au prêt garanti par l'État et que le montant que vous avez obtenu vous permet de passer le cap au moins de l'été. C'est après l'été que vous ne savez pas, c'est ça? Non, non. J'ai une trésorerie déjà très importante. Donc, mon problème, c'est que je vais bouffer ma trésorerie avec les loyers, le remboursement et tout ça. Et je me retrouverai en 2021 dans la situation faible. Donc, qu'est-ce que j'en fais de cette truc, l'attestation que j'ai obtenue, de ce crédit que j'ai obtenu maintenant? C'était un peu la question qui avait été posée par un autre adhérent tout à l'heure. Lui se disait en 2020, je passe sans recourir au chômage partiel.
Mais par contre, je vais avoir des besoins en 2021 et j'ai besoin de garder mes équipes pour 2021. Donc, si vous avez aujourd'hui accès aux prêts garantis par l'État avec des besoins en 2021, moi, le conseil que je vous donne, c'est de prendre le prêt garanti par l'État. Alors, pas forcément au mois d'avril. Vous pouvez faire la demande au 4e trimestre, parce que c'est en 2021 que vous pourriez en avoir le plus besoin, si j'ai bien compris. Hein, voilà. C'est ça. Mais j'ai déjà obtenu l'autorisation de l'État, l'attestation, je l'ai. Oui. Ben vous pouvez la garder et attendre le mois d'octobre. Ah si voilà, vous voulez. ok. Bien Très sûr, bien. bien sûr. Je vous remercie. C'est ça. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que François-Xavier, vous voulez poser votre question? Oui, merci, bonjour. Oui, je voulais revenir sur les critères des fonds propres, là, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais je voulais juste m'assurer que vous avez parlé du critère des fonds propres inférieurs à la moitié du capital social. Est-ce que, à votre connaissance, le critère Bruxelles sur les entreprises en difficulté, c'est-à-dire qu'il faut prendre la somme du capital social de la prime d'émission divisé par 2, enlever les pertes, et si c'est négatif, alors on ne passe pas. Est-ce que ce deuxième critère, qui est beaucoup plus dur, est-ce que ce deuxième critère est appliqué pour l'éligibilité? Alors, à ma connaissance, on n'est pas allé aussi loin. D'accord. Mais qui était plus lié, si vous voulez, aussi à finalement qui nous demande les PGE aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, les demandes les plus importantes en nombre, hein, j'entends, hein, pas forcément en montant, mais en nombre, sont plutôt des petites structures. On est plutôt sur des entreprises de moins de 20 salariés. Hein. Voilà, donc on a un peu moins ce cas de figure-là. Hein. D'accord. Voilà, mais là où vous avez raison, c'est qu'on est resté sur un critère simple et qui est plus souple. D'accord. Alors, question suivante de Lucie, qui n'a pas de micro. Le banquier m'a demandé de remplir un tableau de charges non reporté actuellement afin de financer uniquement ce montant via le PGE, 10% de mon CA. Or, comment faire pour la reprise à la reprise payer ce qui est reporté? Cela me semble impossible car nous ne connaissons pas le retour de clientèle, Institut de beauté. Il ne me semble pas vouloir demander 25% permettant d'envisager une reprise. Est-ce que ce prêt permet uniquement une survie pour le non-report ou une reprise? Et en complément de sa question, j'ai repris cette activité mi-2018 avec 3 salariés et pas encore de trésorerie pour passer le cap et envisager une reprise sereine sans aide, car situation difficile avec toutes ces mini-crises récurrentes. Oui, là, moi, ce que je comprends, c'est que là, on est au cœur de la… C'est un peu l'esprit du PGE. L'esprit du PGE, c'est de dire… c'est une béquille. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on identifie ce qu'il y a à payer, entre guillemets, normalement, mais que je ne peux pas payer par mon chiffre d'affaires, pour faire simple. Voilà. Et donc, on peut très bien imaginer que les 10% vont permettre d'aller jusqu'à une certaine durée. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand c'était, mais ça permettait peut-être d'aller jusqu'à fin juin. Voilà, c'est 10%. Mais en fonction de l'environnement, des règles de déconfinement, ou en tout cas des règles de confinement, si l'activité de cet adhérent est réouverte ou pas. Hein, elle aura encore une réserve de 15% de son chiffre d'affaires pour peut-être accompagner la période, le 3e trimestre ou le 4e trimestre. Mais en tant que tel, ce n'est pas un prêt de reprise d'activité.
C'est un prêt pour garder ses salariés, garder ses fournisseurs, garder de bonnes relations avec le propriétaire des locaux quand il y en a, etc., etc. D'accord. Okay. Et encore une fois, tout ça peut évoluer, hein, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Enfin, vous l'avez bien compris, Bruno Le Maire a dit s'il faut rajouter 200 milliards, on rajoute 200 milliards. Vous voyez ? Oui. Donc, on a le droit à faire plusieurs PGE tant qu'on ne dépasse pas la limite des 25%. Et je pense que ça peut être une bonne approche de dire, parce qu'en termes de visibilité, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui en a de la visibilité. Hein. Donc, de dire je couvre un trimestre ou un semestre, c'est déjà beaucoup. Hein. Dans la période que l'on vit, être capable de prévoir un trimestre, c'est déjà beaucoup dans nos activités. Hein. Alors, Emmanuel, est-ce que vous voulez compléter la question ensuite? Non, pas nécessaire, d'accord. Oui, il y a un point que je voulais souligner parce que ça sera peut-être de nature à rassurer les adhérents sur la façon dont les banques travaillent. Parce que bon, on sait par ailleurs voilà, qu'on est assez largement montré du doigt, j'allais dire en toutes circonstances, y compris celle-ci, avec le paradoxe de considérer qu'on est une activité indispensable à l'activité, mais ça c'est autre chose. Dans toutes les banques des Alpes-Maritimes, il y a ce qu'on appelle le double regard. Alors, c'est quoi le double regard? En fait, un chargé d'affaires ou un conseiller professionnel ou un directeur d'agence ne peut pas décider seul de refuser un PGE. Voilà, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que le double regard, c'est qu'il y a au moins, quand il s'agit de refuser un prêt pour aider une entreprise, il y a forcément 2 ou 3 personnes qui ont étudié la demande. Donc ça, c'est rassurant. Pourquoi? Parce que c'est un prêt qui n'existait pas il y a 15 jours hein, dans le catalogue des banques. Il y a des chargés d'affaires ou des conseillers professionnels ou des directeurs d'agence qui, il y a 15 jours, étaient soit en agence, soit confinés à leur domicile. Donc, l'idée, c'est qu'il faut éviter qu'une méconnaissance de l'offre amène un refus. Et on l'a vu au travers des échanges, les critères d'éligibilité, même s'ils sont a priori simples, ils sont quand même sujets à débat dans la vraie vie. Et donc, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'une entreprise ait comme seule réponse un collaborateur de la banque, mais que ça aille à des niveaux plus élevés pour être certain que si la banque refuse la mise en place du prêt garanti par l'État, ce soit bien la banque qui refuse et pas une personne physique individuelle qui n'aurait pas le niveau de formation ou le niveau de connaissance. Pour le réseau dont j'en suis responsable, et peu importe la marque, il faut savoir que c'est moi qui valide les refus. Voilà. Quand on refuse, on est certain qu'on a fait tout le tour et c'est un cas d'exception, bien sûr. Hein. C'est un cas d'exception, bien sûr. Voilà, sur mon réseau, juste pour vous donner ça, on a traité 700 demandes et on a refusé 5 prêts. Alors, il y a Lucie qui a voulu compléter et après, on a une question de Michel, si vous voulez la poser directement. Alors, Lucie dit, donc le loyer actuellement reporté, j'ai intérêt à le mettre dans mes charges non reportées pour ne pas être en difficulté ensuite. Car si je dois solder le report de loyer à la reprise, autant me servir de cette béquille pour lui aussi dès à présent.
Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. La réponse est clairement oui, hein. Voilà, clairement oui. Voilà. Et puis, il faut être encore plus prudent dans ces approches que vous l'étiez jusqu'à présent, hein. Alors, Michel, est-ce que vous voulez poser votre question directement? Oui, bien sûr, bien sûr. Bonjour. Ma question était la suivante. Je voulais savoir s'il y avait un format imposé pour motiver la demande de PGE. Vous parliez tout à l'heure de plan de trésorerie. Où est-ce que c'est propre à chaque banque et est-ce que le format est libre? Voilà. La réponse est qu'effectivement, il n'y a pas de formalisme homogène entre l'ensemble des banques. Alors, on sait sur le territoire du 06, on sait qu'il y a une banque qui fait remplir un document à ses clients, voilà, mais la demande est tout à fait libre, hein. Ça peut être un mail, enfin c'est souvent un mail d'ailleurs, hein, très concrètement. Et ensuite, au niveau des documents sollicités, le plus important, c'est celui qui atteste du chiffre d'affaires, hein. Ça, celui-là, il est complètement obligatoire. C'est le minimum du minimum. Et puis après, en fonction un peu de l'histoire de l'entreprise, voilà, souvent un plan de trésorerie, c'est quand même précieux, hein. Alors, ça n'est pas un document obligatoire au sens du PGE, hein, il faut être précis. Le seul document obligatoire, c'est le bilan ou l'attestation de chiffre d'affaires, qui permet de définir le montant maximum, hein, c'est juste là sa fonction. Mais souvent, et au travers de vos questions, vous l'avez bien démontré, voilà, définir le montant dont j'ai besoin, c'est pas facile, hein, et donc cette décision, elle va se prendre à l'appui, alors sans doute pas d'un prévisionnel d'activité, hein, parce que c'est assez compliqué, hein, aujourd'hui de le faire, mais effectivement d'avoir une projection de ces charges qui, elles, sont bien identifiées, et puis après de voir qu'est-ce que je mets en PGE pour suppléer à mon chiffre d'affaires sur la période. Voilà. Mais le plan de trésorerie est souvent demandé par les banques pour cette raison-là. C'est pour avoir la visibilité. C'est pas pour demander un document en plus pour, j'allais dire, voilà, charger l'analyse, hein. C'est un document absolument précieux. Alors, on n'a pas forcément la visibilité des rentrées, mais on a un peu plus de sorties. C'est ça. L'idée, c'est que le PGE permet de couvrir les coûts fixes à minima, quoi. Très bien, je vous remercie. Et en fonction de, et ça fait le lien avec ce que je disais, c'est est-ce que j'utilise bien tous les leviers disponibles, tout le set de mesures gouvernementales. Voilà. Et au travers du plan de trésorerie, c'est aussi une façon de mesurer si l'entreprise a bien utilisé les reports de charges, le fonds de solidarité régionale, vous voyez. J'ai une question complémentaire. Si le prêt à garantie d'État est suffisant, d'après nos prévisions, pour couvrir nos besoins de trésorerie, est-il nécessaire quand même de mobiliser le report de charges, faire reporter les crédits ou pas? Si le PGE suffit, j'aurais tendance à dire non, mais avec beaucoup d'humilité, en fonction du secteur d'activité où vous êtes, soit vous avez de la visibilité sur la sortie de confinement et là, vous pouvez être confortable à dire ça suffit, soit vous êtes une activité pour laquelle on a dit il n'y a pas de reprise pour l'instant, et là, j'allais dire, utiliser tous les autres leviers, moi, me semble une démarche prudente. Il vaut mieux revenir en arrière en disant finalement, j'en ai pas eu besoin que l'inverse. D'autant que si on se projette dans cette situation, l'entreprise, elle sera dans une situation d'urgence à demander un levier et elle ne sera peut-être pas confortable en situation d'urgence. Alors que voilà. Parce que quand ça va repartir,
peut-être qu'on n'aura même plus le temps de faire une conférence téléphonique d'1 heure tous ensemble. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Merci beaucoup. Voilà. Alors, notre directeur général est revenu, Julien Rira. Est-ce que vous voulez clôturer avec Monsieur Desgardins? On n'a plus de questions. Si jamais vous en avez entre-temps, n'hésitez pas à nous écrire par mail, soit sur mon adresse mail solène, non pas du tout, s.galandy, GALANDIE, @upe06.com ou sur le reste de l'équipe ou sur l'adresse contact @upe06.com. Voilà. Merci, Corinne a mis le lien. Julien, il faut remettre votre micro, Julien. C'est bon. Voilà. Bien écoutez, non, simplement remercier le président Desgardins pour la qualité de ses réponses. On voit sa disponibilité, on voit les précisions, on voit que le système est évolutif et que voilà, des choses nouvelles nous attendent. Merci à vous, président, et merci à tous ceux qui ont participé. L'Union patronale reste toujours à côté de vous avec le comité des banques et nos autres partenaires. Merci, Monsieur Desgardins. Je vous en prie. Merci à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Donc, moi, je voulais d'abord vous remercier, Président, hein, pour m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vos adhérents en direct. Voilà, c'est simple, mais voilà, c'est très agréable. Voilà, vous dire, puisque j'ai eu l'occasion de vous le dire, c'est que les banques des Alpes-Maritimes sont particulièrement, j'allais dire, mobilisées sur le sujet parce que voilà, on a nos activités traditionnelles, mais on a aussi cette dimension touristique très très forte et on voit bien au travers des entreprises dont on s'occupe que j'allais dire c'est un secteur qui va être particulièrement affecté. Voilà, donc la mobilisation des banques est totale. Vous redire, voilà, et je sais que parfois c'est difficile d'avoir accès à l'information et d'avoir une vision de tous les dispositifs d'aide, c'est extrêmement important. Encore une fois, je pense que chaque entreprise doit utiliser l'ensemble des mesures disponibles aujourd'hui, sachant que d'autres mesures pourront venir ultérieurement. Hein, c'est ce caractère évolutif de la crise et de la réponse à la crise. Hein, donc, on traite ça avec beaucoup d'humilité. Hein, ce qu'on se dit aujourd'hui, ça peut changer la semaine prochaine. Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'était un peu différent il y a 8 jours, parce que tout le monde s'adapte. En tout cas, ça, c'est extrêmement important. Et l'autre sujet, c'est que si vous avez votre banque qui refuse un financement, vraiment vous incitez à aller à la médiation du crédit, hein, qui est aussi un recours, voilà, pour être certain, hein, d'avoir utilisé le canal bancaire au maximum. Hein, voilà. En tout cas, il n'y a pas de difficulté. Voilà, quand un client à qui on a refusé, et encore une fois, je le dis, à 4 yeux ou à 6 yeux un financement, nous l'invitons à la médiation de crédit. Ce n'est pas, entre guillemets, ce n'est pas s'opposer à sa banque que d'aller à la médiation du crédit. En tout cas, nous, on ne voit pas ça comme quelque chose qui va pénaliser la banque. Hein, voilà, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est… si on peut l'éviter, c'est bien, hein, bien sûr. Hein, ça veut dire qu'on a eu un accord. Si on n'a pas d'accord, il ne faut pas hésiter à aller à la médiation du crédit qui sont à votre disposition aussi. Voilà, donc prenez tous soin de vous, hein, je pense que c'est l'essentiel. Et puis bon courage à vous, vos collaborateurs pour cette période difficile. Voilà, merci, à bientôt. Merci à vous et merci pour tous vos messages qui nous font chaud au cœur en tout cas. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Oui, bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.